Bonsoir et bienvenue. C'est notre première session live pour la France, donc en français pour la France et les francophones. Et je me permets, avant de plonger dans notre discours avec le docteur Claudio Simplicini, d'introduire Moveo, qui le naît et ce que l'on fait. En fait, Moveo, c'est une start-up active dans le domaine de la bioingénierie et fondée dans le but de créer des solutions avancées pour la mobilité et la déambulation et la réhabilitation. Donc, notre mission est de développer des dispositifs qui améliorent la vie des individus et en proposant des solutions innovantes. Et en fait, notre dispositif Exoband incarne cette ambition. Et donc, cette Facebook Live, ce n'est pas seulement une opportunité d'exploration, mais c'est aussi une occasion de partage, une occasion de communiquer et aussi une occasion de mieux connaître notre valeur et notre mission, ce qui est très important pour nous. Et en fait, à la fin, vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions au docteur Simplicini, neurologue et responsable médico-scientifique de Moveo. Donc, bien sûr, l'objectif est de communiquer de manière claire et directe. Et donc, nous plongeons dans un domaine crucial qui est la compréhension de la physiologie de la marche, des pathologies qui peuvent affecter la mobilité, mais aussi des outils, des supports et pour la déambulation. Donc, plongeons-nous dans ces discours et je vais vous présenter le docteur Claudio Simplicini. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Voilà, donc, docteur, je vous laisse la parole et merci beaucoup d'être là ce soir. Bon, merci à toi, Camilla, et à tous ceux qui se connectent de la France ou des pays francophones. Je suis Claudio Simplicini, je suis un neurologue, je suis le responsable scientifique et médical de Moveo. J'ai travaillé pour plusieurs années dans le domaine de la recherche, surtout sur les maladies neuromusculaires, et comme praticien hospitalier ici en Italie. J'ai travaillé quelques années aussi en France, à Paris. C'est pour cela que je parle français un peu et vous allez me pardonner si je fais des erreurs. Merci beaucoup, Claudio. Et alors, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de mobilité. Donc, on va examiner le thème de la mobilité et donc de la physiologie de la marche, comme on disait tout à l'heure, et aussi aborder donc les pathologies qui peuvent affecter la marche et la mobilité. Finalement, on va aussi examiner des supports technologiques qui peuvent aider dans ces cas. Et bien sûr, on va comprendre l'idée à la base de notre dispositif Exoband qui est un dispositif développé, donc né dans le but d'améliorer les mouvements, donc d'aider dans le cadre de la marche et de la mobilité. Donc, je laisse encore une fois la parole au docteur Simplicini et je vous remercie pour être là, ceux qui nous ont déjà rejoints et ceux qui vont nous voir plus tard. Merci beaucoup. Bon, déjà, la première question que je me pose quand je parle à la marche, c'est déjà qu'est-ce qu'il est nécessaire pour marcher au niveau physiologique. Et en fait, nous, on marche tous les jours. On arrive à faire des mouvements, aller quelque part, faire notre vie grâce à la marche. On ne pense pas, si on n'a pas de soucis de santé, à qu'est-ce que ça veut dire marcher. En fait, c'est un acte absolument naturel qui implique l'intervention de plusieurs parties du système nerveux central. En fait, beaucoup plus de ce qu'on pense. Déjà, pour marcher, on a besoin, bien évidemment, d'un système moteur qui marche. Donc, on commence
en pensant que pour marcher, il faut avoir des muscles qui font le mouvement des différents segments squelettiques. Donc, le système moteur qui termine avec le muscle, ça commence dans le cerveau avec une zone spécifique qui donne l'impulsion pour faire marcher et qui, à travers la moelle épinière et les nerfs, arrive au muscle. Mais c'est pas que seulement cela qui est nécessaire pour marcher. En fait, il y a toute une série de systèmes qui doivent intervenir pour marcher correctement. Ça veut dire, par exemple, il faut avoir une bonne sensibilité. Et la sensibilité est le système qui nous dit comment notre organisme et chaque segment osseux est positionné dans l'espace. Donc, la sensibilité profonde qui nous donne les infos sur comment est positionné le pied. Et aussi la sensibilité sur ce qui est dans le terrain, par exemple. Si les pieds touchent un terrain qui est dur ou qui est souple. Et ça nous permet de marcher absolument mieux. Après, il faut avoir des mouvements qui sont coordonnés. Donc, ça veut dire qu'ils sont souples, qu'ils sont corrects et que les muscles agissent d'une façon agoniste ou antagoniste, d'une façon simple et linéaire. Et ça, c'est tout le système du cervelet surtout et des noyaux de la base. Après, il faut aussi avoir une bonne vue. Il faut voir correctement parce que ça aide à marcher plus correctement ou à aider quand il y a des difficultés dans d'autres systèmes. Pour nous, on voit tous les jours que marcher dans la nuit, c'est plus compliqué. S'il y a des choses sur le sol qui sont un peu plus compliquées à sentir, ça va être plus difficile de marcher dans le noir. Et en plus, la dernière chose peut-être la plus intéressante, c'est qu'il faut vouloir marcher. Donc aussi, si on n'a pas la volonté de marcher, on n'arrivera pas à marcher correctement. Donc, il y a toute une série de systèmes qui sont importants et qui sont nécessaires pour marcher correctement, qui doivent agir ensemble pour faire un acte qui est absolument simple et naturel pour la plupart de nous. Et ça, c'est toute une série de systèmes qui doivent tous travailler ensemble qui travaillent ensemble sans qu'on n'a pas la conscience pour marcher tranquillement et normalement. Et c'est pour ça qu'on peut faire tous les actes de notre vie. Merci beaucoup, Claudio. Bien sûr, ta présence garantit une expertise précieuse pour notre discussion. Donc, merci beaucoup. Et dans ce cadre, je voudrais te poser quelques questions par rapport à notre discours sur la mobilité et aussi aux outils. Donc, en fait, on va toucher ces points. Et voilà, donc je commence avec les questions. Alors, la première question, quelles parties du système nerveux sont importantes pour marcher et quels mécanismes de notre corps nous permettent de le faire? Bon, ça, c'est ce dont je parlais avant. C'est en fait les systèmes qui travaillent ensemble dans le super complexe mécanisme de l'être humain. Et donc, comme je disais, c'est le système moteur, le système sensitif, le système de contrôle du mouvement et de l'équilibre, la vue et la volonté. Ça, c'est les principaux systèmes qui agissent pour marcher. Merci beaucoup, c'est très clair. Et donc, en fait, on va continuer avec la deuxième question. Alors, quelles sont les pathologies neurologiques qui peuvent altérer la marche? On pourrait dire toutes, en fait, ou la plupart, pas toutes, mais toutes les pathologies qui vont affecter les systèmes dont on parlait tout à l'heure. Donc, toutes les pathologies du système moteur qui vont du cerveau au nerf, à la moelle épinière, aux nerfs et aux muscles, ou le système de la sensibilité, là encore, des nerfs qui arrivent à la moelle épinière et remontent jusqu'au cerveau. Toutes les maladies qui agissent sur le contrôle de l'équilibre, c'est surtout les maladies du cervelet ou des noyaux de la base, et toutes les maladies
un peu moins, évidemment, les maladies qui affectent la vue et la volonté. Ces types de pathologies, ces systèmes peuvent être affectés par des différents types de maladies, que ce soit de maladies vasculaires, ça veut dire des AVC ou des hémorragies cérébrales, par exemple, ou de maladies inflammatoires ou auto-immunitaires, soit du système nerveux central comme la sclérose en plaques ou du système nerveux périphérique. Ça peut être des atteintes des nerfs auto-immunes. Ils peuvent être des maladies génétiques, par exemple des maladies des muscles ou des nerfs, c'est des dystrophies musculaires ou des neuropathies génétiques, et des maladies neurodégénératives du système nerveux central. C'est par exemple les mouvements anormaux ou le paraparésie spastique génétique ou encore les maladies du cervelet, comme les ataxies cérébelleuses. Donc, c'est des différents systèmes qui peuvent être affectés, des différents mécanismes à la base des pathologies, et toutes peuvent se montrer comme avec des altérations de troubles de la marche qu'un neurologue peut reconnaître parce qu'ils ont des différents types d'abnormalités, en fait, donc qui peuvent être reconnus. Et la marche, c'est souvent la première chose qu'on voit quand on est en consultation, parce qu'on voit les patients entrer dans le service. Et avec ça, on peut déjà se faire une idée sur quel type de maladie peut être à la base du trouble de la marche. D'accord, merci. Il est hyper intéressant d'aborder ce thème. Et en fait, dans ce cadre, la prochaine question, la prochaine question, donc, quelles sont les interventions non médicamenteuses qui pourraient être efficaces pour améliorer la mobilité chez les patients atteints des pathologies neurologiques? Donc ça aussi, c'est une question très, très, très vaste. Oui. Déjà, il faut dire que chaque maladie peut avoir des traitements et heureusement, la neurologie, la science, la médecine fait des gros pas en avant sur les traitements de chaque maladie, soit inflammatoire, mais surtout génétique aussi. Donc, il y a vraiment des gros pas en avant pour les traitements des maladies. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a, comme tu disais, beaucoup d'interventions non médicamenteuses qui peuvent aider en général. Et moi, je pense surtout à la rééducation, la kinésithérapie, qui peut être vraiment très, très utile pour tous les types de patients, parce que il peut, si on a des objectifs corrects pour chaque individu, peut vraiment donner un aide supplémentaire, ralentir l'évolution des maladies ou améliorer les déficits de maladies, par exemple vasculaires, et peut être vraiment un instrument qui ne doit pas être oublié à côté des maladies. Chaque patient, si on n'a pas une rééducation régulière, peut aussi faire, pour améliorer la marche, une activité physique régulière. Ça, par exemple, marcher aide à marcher mieux. Ça, c'est sûr. Des fois, il y a des intégrateurs alimentaires qui peuvent aider certaines maladies, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais je pense que vraiment l'activité physique, garder une activité physique régulière et être suivi par un kinésithérapeute peut aider toutes les maladies et tous les patients avec différents types de maladies. Bien évidemment, à côté du traitement de chaque maladie, soit de cure, soit de prévention secondaire. Carrément. Merci beaucoup. En fait, tu viens d'anticiper la prochaine question. Donc, on va rester dans le cadre de la kinésithérapie. Et en fait, je voulais te demander quel rôle peut jouer la kinésithérapie? Si c'est bien étudié du thérapeute et vers chaque individu, la kinésithérapie peut avoir un rôle majeur pour garder des schémas corrects, améliorer la fonction et réduire le nombre
des complications secondaires comme la rétraction, par exemple musculaire, ou les douleurs musculaires. Ça peut améliorer le schéma et donc prévenir des dommages secondaires sur les différents segments osseux ou musculaires. Donc, oui, ça a un rôle majeur qui doit toujours être, toujours être mis à côté des traitements primaires, on pourrait dire, pharmacologiques. Merci beaucoup. Donc, carrément, oui, la kinésithérapie joue un rôle majeur. Mais y a-t-il un moment où il est bon d'arrêter la kinésithérapie? Moi, je pense que non, parce que même chez des patients qui sont au lit ou qui peuvent plus marcher, bien évidemment, il faudra changer les objectifs du traitement physique. Ça ne sera pas de commencer à courir, mais ce sera, par exemple, qu'il n'y a pas de rétraction, qu'il y a une meilleure souplesse des mouvements passifs. Et ça peut aider même aussi pour l'hygiène personnelle, pour une posturation plus correcte. Donc, si on change les objectifs aux différents niveaux de maladie, non, il n'y a jamais un moment où il faut arrêter. D'accord, merci beaucoup. Et donc, en fait, on va toucher un autre point qui est le point des technologies de support. Et donc, en fait, dans ces cas, je vais poser une question directement sur Exoband. Et en fait, je voulais te demander dans quel cas spécifique et quelle pathologie neurologique ou condition médicale Exoband est-il considéré comme utile ou efficace dans la gestion des pathologies affectant la mobilité ou dans le cas des rééducations si nécessaire. Exoband est unique au monde. C'est un exosquelette souple, très facile, très léger. C'est le plus léger au monde, c'est 400 grammes. Et ça n'a pas de moteur ou batterie, donc c'est seulement élastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sa puissance, c'est que c'est pour beaucoup de personnes, c'est très facile à mettre et enlever, c'est très facile à gérer pour les patients. Ça peut aider beaucoup de personnes avec beaucoup de différents types de maladies. Tous ceux qui ont une faiblesse proximale des membres inférieurs, donc une faiblesse de la flexion des hanches, par exemple, qui ont un problème d'équilibre, parce qu'en fait, le dispositif peut aider à marcher mieux avec une majeure stabilité. Donc, ça peut aider ceux qui ont des problèmes de stabilité du tronc ou des mouvements des membres inférieurs. Ça peut aider ceux qui ont une asymétrie des mouvements, une hémiparésique ou une paraparésique, par exemple. Donc, par exemple, pour des séquelles d'AVC. Donc, il y a vraiment une vaste majorité des patients qui ont des troubles de la marche à cause de pathologies neurologiques ou orthopédiques qui peuvent être aidés. Bien évidemment, le critère pour pouvoir l'utiliser, c'est qu'il puisse marcher au moins un petit peu. C'est vraiment un dispositif très simple, très léger, simple à utiliser, avec un mécanisme très, très fin, on pourrait dire, qui n'avait jamais été inventé. Donc, ça aide tous ceux qui peuvent marcher un peu à marcher avec moins d'efforts, d'avoir moins de fatigue et à marcher plus longtemps pour plus de mètres. Ça veut dire que ça aide à marcher mieux, d'une façon plus naturelle, avec un schéma plus naturel. Ça aide à marcher plus longtemps avec moins d'efforts. Et ça, c'est une sorte d'exercice thérapeutique qui peut aider à marcher chaque jour un pas de plus. Ça, c'est écrit derrière vous en italien. C'est ça l'idée du dispositif. Ce n'est pas pour une pathologie, mais c'est pour tous les patients qui ont une trouble de la marche, mais qui peuvent marcher au moins un petit peu, quelque part. D'accord, merci beaucoup. Et encore une fois, très clair, on a touché des points très importants. Et j'aurais une dernière question pour toi, Claudio.
Et en fait, est-ce que l'exoban peut être intégré dans un parcours de kinésithérapie? Voilà. Bien sûr que oui. En fait, en Italie, plusieurs centres de rééducation ont le dispositif chez eux et l'utilisent dans les séances de rééducation. Ça veut dire que le patient va dans les centres de rééducation et il peut marcher avec le dispositif et il apprend à marcher mieux en le faisant avec moins d'efforts. Et les études qu'on avait faites ont démontré que faire des séances de rééducation avec Exoband fait améliorer la marche plus que faire des séances de rééducation sans Exoband. À côté de ça, il s'intègre parfaitement parce que on sait bien sûr qu'on ne peut pas faire des séances de rééducation tous les jours, toute la journée pour toute l'année. Et donc, l'utilisation à domicile du dispositif peut être un aide supplémentaire sous la supervision du thérapeute qui peut donner des exercices à domicile que le patient puisse faire. 20 minutes, une demi-heure, une promenade 3 fois par semaine. Et c'est des séances d'exercices thérapeutiques que le patient peut faire à la maison sans aller au centre de rééducation, à côté des séances de rééducation. Donc, ça améliore les séances dans les centres de rééducation et ça peut être utilisé à la maison à côté des séances de rééducation. D'accord, donc soit dans les cadres des séances de rééducation, soit à la maison tous les jours. Donc en fait, ça couvre plusieurs plans. Et merci beaucoup, encore une fois très clair. Et en fait, on est arrivé à la fin de cette session. Et je tiens à te remercier, Claudio, pour avoir amené dans cet espace tes connaissances et ton expertise, qui, je tiens à souligner, est précieuse dans cet espace. Et en fait, on veut garder donc un espace de communication et aussi, bien sûr, de partage et d'information. C'est hyper important pour nous. Et merci d'avoir été là. Merci de nous avoir rejoints et merci à tous ceux qui vont nous rejoindre après et donc qui vont regarder cette session plus tard. Et restez connectés pour les nouveautés et les nouvelles directes qu'on va organiser dans notre canal Facebook. Et voilà, donc je vous remercie. Merci à tous, merci à toi Camille, et on reste à disposition sur le site internet, vous trouvez tous nos détails pour nous contacter. On est en Italie, mais on bouge, on parle plusieurs langues, donc on est à disposition de tous ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup, une belle soirée à tous.